Rebonjour, bienvenue sur la scène Sierra Food Forum. On est très content de vous voir tous aussi nombreux ici. Depuis hier, on a beaucoup parlé de liens, on a beaucoup parlé de territoire, on a parlé de comment s'ancraient ici les chefs, les artisans, les producteurs. Et à chaque fois, ce qu'on a aussi évoqué, c'est d'où ça venait et où ça allait. Pérenniser, durer, passer les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans qui viennent avec des défis, des crises qui sont très claires pour tout le monde. Ce sont des grandes questions. Et pour répondre à ces questions, on a le plaisir d'accueillir sur cette table ronde rectangulaire deux personnes majeures pour la gastronomie des Hauts-de-France. D'abord, le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, celui sans qui on ne serait sans doute pas là, Alexandre Gauthier, la Grenouillère à Montreuil-sur-Mer. On se retrouve ici pour discuter avec vous deux de cette question fondamentale, durée. Et Alexandre, la Grenouillère, c'est l'histoire de quelque chose qui a duré et qui est en train aussi d'essaimer et de faire durer les autres. Comment on construit un modèle qui est pérenne quand on est restaurateur ? Je ne suis pas certain qu'on le pense comme ça, qu'on le projette avec une ambition à long terme. C'est surtout un travail du quotidien. C'est l'envie d'être au bon endroit, au bon moment, dans le bon ton et dans le bon temps. C'est ce que je martèle à mes équipes. C'est comment... la Grenouillère, c'est une maison qui... Le bâti a 350 ans. Ça fait 120 ans que c'est un restaurant. Mon père, elle a récupéré avec ma mère il y a 44 ans et je suis arrivé, moi, il y a 20 ans déjà. Donc il faut y poser, il faut y faire son labeur et sa vie. Et humblement, avancer jour après jour pour projeter demain. Moi, j'aime une phrase que j'utilise souvent d'Albert Camus, qui est le meilleur moyen d'assurer l'avenir et de tout donner au présent. Et je pense que c'est aujourd'hui, plus que jamais, vrai. Parce qu'on s'aperçoit que mes parents, papa a 70 ans, il a construit un modèle qu'on lui a plutôt inculqué. Et puis on lui dit aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Le monde agricole, on lui dit la même chose. Il y a plein de sujets. Donc la vérité, c'est que c'est en avançant. Marcher, c'est savoir, c'est une succession de chutes, on pourrait dire. Il faut se relever, il faut reprendre une direction. Et on n'est pas tous les jours parfait. Même si on pense qu'on prend la bonne direction, ça se trouve, on n'est pas dans la bonne. Et donc il faut savoir bouger. Et donc en gros, c'est de l'humilité au quotidien et être clairvoyant au quotidien. C'est accepter aussi la nécessité d'une transformation constante, en fait. Constante, parce que le monde évolue et que ce qu'on nous annonce aujourd'hui, ce qu'on étudie aujourd'hui n'est pas la même chose qu'on étudiait avant, et qu'aujourd'hui, on voit bien sur tous ces rapports du climat, sur l'environnement, on dit ce que vous faites là, c'est pas bien. Et on ne le savait pas avant. Et quand on l'a fait avec beaucoup de conviction, 20 ans, 30 ans ou même 10 ans en arrière, il y a 5 ans, on fermait les centrales nucléaires et on est content d'aujourd'hui que ce ne soit pas le cas. Et donc il y a plein d'incohérences et de choses, voilà, où on est conscient de choses. Donc il faut travailler avec humilité, creuser les sujets en profondeur, pas juste les effleurer. Et puis après, et se dire, bon, on va faire de notre mieux. Et puis chacun amène sa pierre à l'édifice. Et voilà, on fait le colibri et chacun fait sa goutte d'eau, quoi. Le fameux colibri. Monsieur le maire, le Touquet, c'est aussi une histoire qui s'inscrit dans la tradition, dans un passé important, qui est présent. Et puis dans le besoin d'amener ça vers l'avenir. Et je ne parle pas seulement de la gourmandise et de bien manger. Comment est-ce qu'on traduit cet ancrage dans le temps vers du demain ? Je crois que quelque part, il y a quand même une comparaison qui peut être faite entre Alexandre Gauthier, les chefs, les restaurateurs, et puis ce que l'on peut faire en tant qu'élu des territoires touristiques, d'une commune touristique, puisque il l'a très bien dit, mais c'est un travail de fond, un travail évidemment qui s'inscrit dans le temps. Mais on est là à la disposition des autres et pour leur donner du plaisir et leur offrir de beaux moments. Et c'est en cela que je pense que la passion est là chez Alexandre Gauthier, mais elle est également chez nous et chez les élus qui sont ici. Et j'en salue certains. Michel Biondeau est ici, mais on est animé finalement de la même flamme et de la même passion. C'est-à-dire recevoir, accueillir, faire en sorte que ceux qui viennent dans un restaurant, mais ceux qui viennent dans la station touristique, passent le meilleur des moments. Et c'est en cela qu'on est complice en fait avec Alexandre Gauthier, même si j'étais son modeste commis ce matin, et si j'ai réussi à ne pas casser les œufs qu'il m'a demandé de casser, c'était l'épreuve cachée ce matin, mais voilà, tout s'est bien passé. Pour en revenir à la question de la gastronomie,
Alors, c'est vrai pour le Touquet, mais c'est vrai aussi pour la région des Hauts-de-France, parce qu'on est région européenne de la gastronomie. Et j'ai la chance de présider le comité régional du tourisme et d'animer ces démarches avec Alexandre, mais également au niveau régional. Et la gastronomie, c'est un enjeu considérable. Pour nous, c'est un enjeu d'image, d'attractivité. Alors, au plan touristique, puisque toutes les enquêtes montrent que quand on choisit un lieu de destination touristique, on le choisit aussi par rapport à ce qu'on va y manger ou boire. Et quand on décide d'y revenir, ça compte pour beaucoup. Et si je vous parle de l'Espagne, immédiatement, vous imaginez peut-être sur une plage, dans un chiringuito, en train de manger des plats que vous ne mangerez pas ailleurs. Et on peut citer comme ça beaucoup d'exemples. C'est vrai aussi en France. On n'en est pas encore là dans la région des Hauts-de-France. Je ne suis pas sûr que si on faisait une enquête, on aurait les mêmes réponses que si on posait une question sur la Bretagne, sur la Côte d'Azur, sur le Pays Basque ou sur l'Alsace. Vous voyez, immédiatement, vous avez des plats et des boissons qui vous viennent à l'esprit. Si on dit Hauts-de-France, bon, c'est pas encore le cas. Donc, on a un long chemin à parcourir et l'année européenne de la gastronomie, c'est une première pierre. Voilà. Mais il ne faut surtout pas en rester là parce que cette action ne pourra être efficace que si elle s'inscrit dans le temps. Or, on a tout pour réussir. On en parlait ce matin avec les organisateurs de ce beau salon omnivore Nord qu'on va faire grandir ensemble. Mais on a tout pour réussir parce qu'on a des produits incroyables de la mer. On a quand même une côte d'opale, des marins-pêcheurs. On a le premier port de pêche français qui est à Boulogne-sur-Mer, mais on a d'excellents marins-pêcheurs qui sont ici à Étaples-sur-Mer. On a un grand territoire agricole et on est des leaders européens, voire mondiaux, dans plusieurs domaines. Même dans la vanille, puisque ce matin, on en parlait, mais certains ont découvert qu'à 30 km d'ici, il y a Eurovanille, qui est les leaders européens de la vanille de synthèse et qui est en train qui a créé des serres et qui est en train de faire pousser de la vanille dans le Pas-de-Calais. Vous allez manger de la vanille du Pas-de-Calais et non plus de la Réunion ou de Madagascar. Donc on a tout pour réussir. Puis on a des chefs aussi, et toute une génération de chefs qui sont en train de s'imposer. Alexandre me disait, ça m'a vraiment marqué, c'était à l'occasion des 50 ans du lycée hôtelier. Tu me disais, mais il y a 10 ou 20 ans, un jeune qui voulait réussir dans la cuisine, son avenir, il le voyait en région Rhône-Alpes, à Paris, mais pas dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, un jeune qui veut réussir dans la cuisine, il peut s'imaginer réussir dans la région des Hauts-de-France. Et on a besoin de ces chefs comme Alexandre qui sont évidemment des têtes d'affiche, et ce sont eux qui vont aussi cristalliser et attirer l'attention sur nous, mais ça ne doit pas cacher l'ensemble des producteurs locaux. On a des produits terroirs qui sont absolument incroyables. On a tout un réseau de brasseries, de restaurants. Enfin, on a vraiment un capital qui est tout à fait considérable et qu'il faut savoir cultiver pour qu'à la fin, on soit encore plus fier que l'on est de la région des Hauts-de-France, pour qu'on soit encore plus attractif du point de vue touristique, mais j'en termine par là, mais également attractif d'une façon générale. Il faut aussi qu'on puisse attirer des cadres. Je sais que par exemple, il y a une usine Valeo ici, 1500 personnes, c'est l'une des plus grandes du groupe en Europe. Ils ont du mal à attirer encore aujourd'hui des cadres. À Dunkerque, il y a un projet de Gigafactory et il y a des milliers d'emplois en tout cas qui vont être créés. L'angoisse, c'est de ne pas pouvoir attirer justement des gens qui viendront d'ailleurs en France ou en Europe dans notre région. Donc la gastronomie, c'est ce qui va permettre aussi de cultiver, de renforcer l'identité de la région des Hauts-de-France et de faire en sorte qu'on soit réellement attractif sur tous les plans. Et il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas parce que tout est là. Voilà. Il suffit de le mettre en avant et le cultiver. Sur la question de l'emploi, on va revenir là-dessus parce que c'est un des éléments clés, évidemment, et on sait que c'est parfois un des problèmes, en tout cas dans la restauration, que rencontrent beaucoup de chefs. Mais je veux bien qu'on rebondisse sur le label européen de la gastronomie, qui a été un élément essentiel. On en a discuté aujourd'hui avec Ismaël Guergenton, hier avec Florent Dallène, avec Sébastien Delaborde. On a aussi abordé ça dans cette idée qu'il fallait redonner une lumière aux Hauts-de-France, ou en tout cas donner un coup de projecteur sur ce qui existait déjà, avec derrière en fil rouge l'idée qu'il y avait peut-être derrière une timidité, une humilité des chefs et des producteurs ici qui n'avaient pas eu l'habitude de se mettre en avant. C'est un sentiment qui est juste. C'est juste, on est dans un territoire où on commence par s'excuser. Donc la première chose qu'on fait, c'est on s'excuse d'être d'ici, et puis après on montre ce qu'on sait faire quand on nous laisse la possibilité de le faire. Donc c'est dans tous les cas, quand on l'a défendu et que voilà, ce label, il était essentiel pour rendre lisible et visible tous les savoir-faire de ce territoire qui est énorme. Les Hauts-de-France, c'est gigantesque, 5 départements, c'est beaucoup trop grand, j'ai envie de dire, pour que ça soit justement lisible. Et que ces territoires, ils sont finalement tous singuliers.
parce qu'entre qu'on arrive la Somme, qui est à la limite du Tréport, voilà, de Compiègne à Chantilly, aller jusqu'à Saint-Quentin, remonter par Dunkerque, Lille, Valenciennes, redescendre vers Boulogne-Calais et arriver sur la Côte d'Opale ici, le Touquet, Berck et finir à Sainte-Valérie. Si vous faites tout le tour, en passant par le cœur, il y a Saint-Omer, il y a tout Amiens, c'est tellement grand. Donc il y a tellement de savoir-faire incroyable. On est champion dans plein de sujets positif, mais aussi on a quand même, il y a un revers de médaille. Il y a plein d'endroits où justement on n'est pas suffisamment vertueux. C'est quand même la région qui a mis le gouvernement le genou par terre sur le glyphosate. Il y a plein de sujets sur l'obésité, sur le mal manger. On est quand même champion de ça aussi. Et donc ce qui est important, c'est de mettre en avant ce qui va bien pour essayer de contaminer un peu plus en bien ce qui va, voilà, et faire bouger ce qui va pas bien. Donc ça c'est très important. Je pense que c'était. Vous disiez, hein, il faut aussi attirer, il faut aussi faire donner envie, pas seulement aux clients de venir ici, mais aussi aux restaurateurs de penser, de croire que c'est possible ici, qu'on n'est pas obligé d'aller ouvrir à Paris. On évoquait tout à l'heure l'exemple de Sébastien Tantot, qui a décidé de revenir à Compiègne et qui aurait pu, il y a 10 ans, un chef comme lui aurait sans doute plutôt ouvert à Paris. Tu as montré cet exemple aussi. C'est possible, on peut ici aller très loin. Florent Laden l'a montré aussi. C'est aussi ça, le coup de projecteur. C'est juste s'y croire, c'est juste aussi changer ce rapport du géographique finalement, c'est changer son angle de vue. Le problème c'est qu'on a toujours considéré que le Nord c'était le Nord de Paris et qu'aujourd'hui il faut voir européen, que nos clients ils sont pas que français, que nos clients ils étaient un peu moins aujourd'hui anglais, mais bien ils sont bien revenus, il y en a plein de Touquet, le golfe est rempli, mais ils sont surtout, ils sont belges, ils sont flamands, ils sont luxembourgeois, ils sont allemands. Ce qu'on appelle la clientèle domestique, c'est 350 km autour d'un point de rayon, c'est très vaste, ça va très très loin. Et donc il faut être conscient de ça et que justement ne pas juste se réduire à... pour que ça marche, il faut un rayonnement économique, il faut que les business tournent, quoi. Si on est commerçant, on fait la cuisine, mais on achète à des producteurs qui eux aussi sont commerçants parce qu'ils ont beau être maraîchers, éleveurs, à la fin il y a une notion de commerce derrière. Et donc ça, si on trouve personne à qui vendre son produit ou sa prestation, ça marche pas. Donc ça c'est quand même la chose essentielle, il faut être conscient de ça. Alors quand on a ici sur la Côte d'Opale, quand on a une locomotive comme le Touquet qui pousse un territoire avec une vision, et voilà, ce qui est pas le cas de toutes les communes, hein, je ne suis pas en train de mettre de la crème à Daniel, mais c'est une vérité, et en tous les cas c'est être capable de projeter tout ça, avoir la logistique qui nous permet de ça, la logistique d'accueillir et puis une logistique pour venir. Nous quand on parle, l'aéroport le plus proche c'est Roissy ou les Quins, mais aller à Lille aujourd'hui c'est plus long que d'aller à Paris parce que le trafic est vraiment compliqué. Et l'aéroport du Touquet, il n'est pas pour tout le monde. Donc voilà. Construire ça, c'est une volonté. Il y a besoin d'une volonté politique de vouloir construire cette attractivité touristique et de l'emploi. Ça se décide. Bien sûr. Alors, il faut bien qu'on prenne conscience qu'en quelques années, les choses ont complètement changé. Et je vais vous donner 2 exemples. Je discutais la semaine dernière avec un couple qui sont lillois. Et alors, le mari veut venir acheter un appartement en Touquet et son épouse veut aller sur la Côte d'Azur. Et il lui dit, mais tu te rends pas compte, la Côte d'Azur, c'est 50 degrés, c'est devenu insupportable, il faut absolument qu'on achète au Touquet. Je ne sais pas quel choix ils feront à la fin. Mais je peux vous dire qu'il y a 5 ans, il n'y aurait jamais eu cet argument, il n'y aurait jamais eu cette discussion. Autre exemple, j'ai discuté ce matin avec un organisateur d'événements. Il y a une entreprise de la région des Hauts-de-France qui voulait remercier son personnel parce qu'ils avaient été vraiment impeccables, notamment en matière de RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc, il réunit ses équipes. Puis voilà, il avait fait travailler sur 3 destinations possibles. Il y avait les Baléares, il y avait Malte et puis il y avait la Somme. Et alors lui, il a écarté la Somme en disant je vais pas les punir, quoi. C'est ce qu'il a dit. Il a dit je vais pas. Attendez, la Somme, je vais quand même pas. C'est pour les récompenser, je vais quand même pas les punir. Aller dans la Somme. Voilà. Donc il avait gardé les Baléares et puis éventuellement Malte. Il réunit ses équipes et les équipes lui disent mais attendez, on va pas aller à Baléares, aller dépenser X barils de pétrole pour nous emmener à Baléares, alors qu'en fait, on veut nous récompenser parce qu'on a été impeccable du point de vue de la responsabilité sociale et environnementale, mais ça ne va pas. Et donc, du coup, il a ressorti la proposition la Somme. Oui, génial, on va aller dans la Somme, et puis on va même d'ailleurs mettre les portables de côté, et on va passer 2 jours sans.
Et il a été complètement bouleversé, vous voyez. Et je peux vous citer aussi l'exemple de Touquetois résidents secondaires qui, l'été dernier, sont remontés au cœur de l'été, s'il faisait trop chaud dans le sud, pour revenir ici. Et donc, il y a une prise de conscience de ce que le bonheur est à portée de main, le tourisme de proximité est là, on a tout ce qu'il faut dans la région et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour être heureux. Et ça, je peux vous assurer que ce sont des facteurs fondamentaux qu'on étudie avec les équipes du comité régional du tourisme, quand on enquête en permanence sur l'état de l'opinion. Et je peux vous assurer que l'état de l'opinion, il nous est potentiellement extrêmement favorable. Alors après, ça ne se fait pas tout seul, comme l'a dit Alexandre. Il faut des équipements. Alors les équipements, c'est ce palais des congrès. Je me suis battu pendant 10 ans pour l'agrandir, le rénover, et le résultat est là. Et le palais est une locomotive pour le Touquet et pour l'ensemble du territoire. Et on est là. Et on est là, exactement. Donc ça, c'est important. Mais dans le cadre de la région, M. Xavier Bertrand m'a confié à la fois la présidence du comité régional du tourisme et la délégation tourisme. Donc j'ai un peu d'argent et on flèche cet argent justement sur les équipements qui peuvent nous manquer. Donc dans certains territoires, eh bien, c'est l'offre de restauration qu'il faut étoffer et on accompagne des jeunes restaurateurs qui veulent s'implanter dans la rénovation de leur restaurant, dans l'achat de cuisine. Dans d'autres territoires, c'est l'hébergement, y compris des hébergements nouveaux, insolites, qu'on va accompagner. Donc les équipements, c'est essentiel dans l'offre touristique. Après, il y a la politique événementielle. Il y a par exemple, évidemment, cet événement ici qui attire l'attention et qui joue parfaitement son rôle. Donc à l'occasion de la région européenne de la gastronomie, c'est 350 événements qui sont inscrits. Beaucoup sont aidés par la région, il y a un dispositif région en fait. Moi, je veux en sélectionner quelques-uns, j'en parlerai avec Alexandre, pour les identifier du point de vue de la gastronomie et les aider plus spécifiquement. Donc les équipements, les événements, l'environnement est là. L'infrastructure mais attendez, il manque un point important qui est le personnel. Voilà. Donc on a un lycée hôtelier ici, j'en parlais avec Alexandre en aparté, moi j'ai beaucoup d'ambition pour le lycée hôtelier, mais voilà, il faut rendre ces métiers attractifs aussi, parce que regardez les difficultés de main-d'œuvre que l'on a eues. Donc il y a aussi cette dimension qu'il faut bien avoir en tête, et la région étant compétente en matière de formation. Ici, on a le campus, je salue la directrice du campus qui est ici, innovation et tourisme. Voilà. Il faut qu'avec évidemment le rectorat, l'éducation nationale, on joue pleinement notre rôle. Mais je pense que c'est de la responsabilité de tous de montrer que ce sont des métiers magnifiques, voilà, et qui restent extrêmement intéressants et qui sont même de plus en plus intéressants, dans lesquels on peut faire des carrières absolument magnifiques et des métiers où, comme je le disais en introduction, on donne du bonheur aux autres. Donc je pense que ce message-là, il faut évidemment le faire passer également massivement. Et puis, pardon, je vois que vous voulez me prendre la parole, vous avez raison, parce que je suis trop bavard, mais juste un point important qui est la question de la santé publique. Parce que derrière la gastronomie et la nourriture, il y a un enjeu de santé publique. On sait que l'espérance de vie dans la région est moins importante qu'ailleurs. On sait qu'il y a des problèmes particuliers. Tu parlais de l'obésité, d'autres problèmes de santé. Et donc, il faut vraiment aussi qu'on fasse passer ce message, mais en revenant aux produits locaux, aux produits de saison, et en recommençant à cuisiner. J'ai commencé ce matin. Eh bien, on peut justement mieux se nourrir et moins cher. Et donc l'un des messages qu'on veut faire passer à l'occasion de la région européenne de la gastronomie, c'est du François Dalloin qui est chargé de mission, évidemment tous ceux qui autour de lui travaillent sur cette région européenne de la gastronomie, mais cet enjeu de santé publique, il faut aussi l'avoir parfaitement en tête, mais c'est pas incompatible. Souvent on me dit oui, mais bien sûr, quand on parle gastronomie, c'est pas dans nos moyens, et donc il faut manger n'importe quoi, pas cher, acheter dans les supermarchés pour s'en sortir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut parfaitement manger très bien à la maison. Le pot-au-feu de ma grand-mère, il était délicieux, il était fait avec des produits du jardin, et en plus, on pouvait on se finissait en hachis parmentier, mais ça durait 3-4 jours. Voilà. Donc on ne me raconte pas que bien manger, ça coûte cher. C'est pas vrai. Voilà. Et c'est l'un des messages que je voudrais également faire passer à l'occasion de ce salon, mais la région européenne de la gastronomie. On l'a vu, on était avec Stéphane Mille tout à l'heure qui nous racontait comment on peut être un maraîcher engagé. On était avec Quentin Druard qui a des cochons juste au-dessus, à côté d'ici. On a vu et on voit tous les producteurs qui passent ici, qui nous démontrent ça. Je ne voulais pas vous interrompre, je voulais rebondir au moment où vous parliez justement de cette question, qui est la question qu'on se pose tous dans le milieu de la restauration depuis maintenant des mois et des mois. C'est qui veut venir travailler et comment ?
Et est-ce que la pérennisation des entreprises de restauration ne va pas passer par une autre façon de travailler, une autre façon de recruter des gens, d'autres horaires? Allez, pourquoi ça coince? Je ne dis pas qu'on va résoudre maintenant cette question-là, mais pourquoi est-ce qu'on trouve de moins en moins de gens? Non, mais Ou est-ce que c'est pas vrai? Non, mais faut que je modère les propos. Alors, non, la première question, c'est qu'est-ce qu'on y trouve dans les restaurants? Aujourd'hui, le monsieur à ma droite, il s'est battu pendant des années pour passer le fait maison sur les cartes des restaurants. Qui fait maison dans tous les restaurants? Si on prend, je ne vais pas dénoncer les collègues Touquet-toi ou sur la côte, mais est-ce que les gens ici font plus de l'argent ou ils se mettent à cuisiner? La question, c'est aussi, parce que là on parle de la maison, on peut faire à la maison, donc avoir une prise de conscience de retourner au marché. Le Covid nous a aidé à faire ça, bon, on avance. Mais la vérité, c'est que on sait bien que l'agroalimentaire, la grosse industrie, quand même envahit les cuisines, et que quand un cuisinier commence à 10h du matin, le plat du jour, il n'est pas fait maison. Donc il y a un sujet quand même là-dessus, et que le lobbying, il est quand même massif, quoi. Donc voilà, par l'industrie. Et donc à partir de là, on se dit ok. Et puis après, qu'est-ce qui est dans la cuisine? Qui sont les mecs qui font? Est-ce qu'ils ont une formation? Est-ce qu'ils viennent tous du lycée hôtelier? Ou sont juste des gens qui cherchent du boulot et que eux, parce qu'ils n'ont pas forcément de formation, ils disent bon bah ce métier personne n'en veut, je vais m'y coller. Être cuisinier, c'est une formation de base, c'est s'y mettre, mais c'est aussi accepter d'être en décalage le week-end, d'être en décalage le soir. Il faut dire la vérité, c'est qu'on ne fera jamais des horaires de bureau, vu qu'on travaille on a un travail d'intervalle. Notre travail, c'est l'intervalle des gens qui ont une vie... je ne vais pas dire normale, mais d'une vie qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sert des petits déjeuners, on sert des déjeuners pendant la pause déjeuner, et après le boulot, c'est-à-dire après 17h, pour les gens, nous on commence à prendre notre service, et on fait tard le soir. Et les vacances scolaires, c'est pareil, ça ne s'arrête jamais, c'est tout le temps comme ça. Et parce qu'on est commerçant, les gens vont passer à table quand ils ont ce temps de passer à table. Donc il ne faut pas mentir aux jeunes et ne pas leur dire la vérité. C'est que c'est un choix qu'il faut prendre, et c'est bien que l'enseignement... Aujourd'hui, j'en parle à Daniel, s'il y a bien quelque chose qui nous manque sur ce salon, lui qui est là, c'est le lycée hôtelier. Ça tombe mal, c'est pas le bon créneau du temps, les élèves sont... Voilà. Mais quand même, c'est important que les enseignants et que les jeunes soient là pour comprendre la vérité de ce métier. Croiser des cuisiniers qui font à manger tous les midis et tous les soirs dans leur restaurant, ça, c'est le sens. Je pense que quand même, la démarche, pour répondre à ta question, la démarche a quand même évolué. Les gens sont mieux payés, ils sont plus considérés. C'est fini, le mec qui est abruti en cuisine travaille tout seul. Celui qui fait que râler, hurler, claquer des casseroles, il n'y a plus personne qui veut travailler avec lui. Donc il est obligé de trouver une autre façon de travailler, parce que c'est pas possible de travailler autant d'heures, parce qu'on fait beaucoup d'heures, à côté d'un tyran, j'ai envie de vous dire. Donc ça se modère. Ça, les gens ont envie. Après, il faut aussi un peu éduquer les clients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client est roi, c'est fini cette histoire. Je veux dire, à un moment donné, les gens, s'ils viennent à 3h pour passer à table, ou qu'ils sont arrivés à midi et qu'ils passent à table à 2h30 parce que l'apéro c'est sympa et que c'est eux qui décident quand ils passent à table, il faut aussi respecter les gens qui commencent à 8h du matin. Et voilà, il y a des horaires. Mais ça, faut tout doucement, ça se refait, les clients sont prêts. On les amène à ça, parce à entendre qu'on mange de telle heure à telle heure, et que c'est pour ça qu'il y a des horaires de service, pour justement aussi respecter un peu la vie de nos équipes. Après, il faut qu'ils se sentent bien. C'est-à-dire qu'à chaque endroit, il faut qu'ils puissent avoir envie de poser la valise, construire une famille, que dans le territoire, ils puissent s'y projeter. Daniel parlait d'infrastructure, mais on parle, c'est quoi une maternelle, c'est quoi une garderie, quand on n'arrive pas à garder ses enfants aujourd'hui, comment on fait pour démarrer une famille et continuer dans l'âge de 30-40 ans, 25-35 ans, où tout se construit, la vie professionnelle et la vie de famille. Est-ce qu'on doit faire le choix de l'un ou de l'autre, ou est-ce qu'on peut faire les deux, vie professionnelle et vie de famille? Ça, il faut des infrastructures. Si vous n'avez personne pour garder vos gamins, il y en a un des deux du couple qui s'arrête pour garder les enfants. Et donc s'arrêter, ça ne veut pas dire redémarrer avec la même énergie. Quand il y a un trou dans un CV, il y a un trou dans un CV. Même si c'est pour une bonne chose. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut booster, qu'il faut être visible, être conscient de ça. Et je pense que avoir plein de jeunes qui s'installent, qui ouvrent des restaurants, ambitieux ou pas ambitieux, en tous les cas, pas ambitieux, c'est pas ambitieux, mais je veux dire des bistrots, des choses comme ça. Malgré tout, le fait que ça soit frais, qu'on soit un maillon d'une chaîne économique, qu'on fasse travailler tous ces maraîchers, tous ces éleveurs. Parce que si on fait juste arriver sur la scène d'omnivore et qu'on fait, vous êtes quand même vertueux, vous faites des trucs super, mais si on les fait pas travailler, s'ils ont personne pour acheter leurs produits, parce que c'est trop compliqué, parce que si, parce que ça, ça va pas durer longtemps. Hein. Il y a bien un sujet quand même, quand on parle de toute cette scène. Il suffirait de voir tous les jeunes qui passent ici. Il y a 5 ans, il y avait quoi?
c'est que 5 ans, hein. C'est un bébé, hein, cette région finalement. Là, d'un coup, une émergence là, ultra fraîche. Et tout ça fait qu'à un moment donné, ça doit s'installer dans le temps et s'enraciner économiquement. Si économiquement ça ne passe pas, les histoires vont s'arrêter. Il faut vraiment qu'ils soient soutenus par une clientèle, par une équipe. Puis après, j'ai envie de dire que ce qu'on fait, ils payent tous le même taux de TVA, les mêmes taux de charge. On a tous économiquement, on est tous au même endroit. Hein. Qu'on fasse du surgelé ou voilà, on parle pas, c'est pas les mêmes marges. On travaille tous différemment. Mais, tu l'évoquais et vous en parliez. Le fait maison, par exemple, ça a été un chantier. Vous vous êtes battu pour ça. Ça veut dire qu'il y a des leviers que vous êtes capable. En même temps, le marché dicte aussi les choses. Oui, je vais vous en parler, mais je trouvais simplement par rapport au lycée hôtelier et par rapport à la date, je ne sais pas si on peut déjà annoncer les dates d'Omnivore l'année prochaine, mais c'est une grande première. Voilà, alors j'ai un doute quand même à un jour près, mais ce sera plus tôt justement pour permettre d'associer le lycée hôtelier le lundi, et ce sera alors 4, 5, 6 mai ou 3, 4, 5, enfin voilà, ce sera en tous les cas ce week-end-là. Donc je ne sais pas, quelqu'un peut regarder, comme ça on peut donner les dates précisément. Il y a le week-end, il y a le 1er mai tombe un mercredi, donc jeudi 2, vendredi 3, donc ce sera 4, 5, 6. 4, 5, 6, voilà. Donc on vous donne les dates. On sera très content de retrouver les En avant-première, vous avez les dates d'Omnivore de l'année prochaine. Voilà. Après, par rapport à ce que disait Alexandre, il y a aussi la question du logement. Voilà. Donc moi, je passerai au conseil municipal du 28 juin prochain une délibération pour créer une résidence pour saisonniers ici. Parce qu'on a un vrai souci de logement. Et c'est compliqué aussi d'attirer des jeunes, alors à la fois dans le lieu de formation, un logement associé au lycée hôtelier, mais également quand ils veulent faire des stages, travailler, s'aguerrir, se former. Il faut qu'ils puissent aussi avoir des conditions de logement correctes. Si le peu qu'ils gagnent, ça suffit à peine à payer le logement, il y a un problème. Et dans les territoires touristiques, ce qui est loué à l'année est loué beaucoup plus cher à la semaine l'été. Hein. Vous payez la semaine ce que vous payez pour un mois l'été. Donc là, il y a un vrai sujet, on l'a pris à bras-le-corps et la solution arrive. Par rapport au fait maison, là, je veux aussi tenir mes propos, mais ce qui s'est passé quand même est tout à fait anormal. J'ai proposé qu'on réserve l'appellation restaurant à ceux qui vraiment préparent en cuisine les plats qu'ils vous proposent. Tout comme on réserve, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Raffin avec l'appellation boulangerie. Vous ne pouvez pas vous appeler boulangerie si vous n'avez pas préparé le pain sur place. Je dis voilà, on ne peut pas s'appeler restaurant si on n'a pas préparé. Et donc j'ai déposé des amendements, j'ai déposé une proposition de loi, je me suis battu comme un lion. Et je me suis heurté à l'industrie agroalimentaire. Il faut savoir quand même qu'il y a des restaurants, aujourd'hui c'est marqué restaurant, mais en réalité, il y a une paire de ciseaux et un micro-ondes dans les cuisines. La paire de ciseaux pour découper le sachet plastique et le micro-ondes pour réchauffer ce qui vous est présenté en place. Et c'est scandaleux. Alors, à la fin, voyant que ça commençait à bouger, certains ont accepté des concessions, et notamment, on peut mettre sur les plats, on peut sur une carte marquer ce qui est fait maison. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. On m'a dit oui, mais on va faire maître restaurateur, vous allez voir, c'est de la foutaise. Parce que si je demande, vous êtes tous avertis, et pourtant si je vous dis maître restaurateur, ou est-ce que vous regardez sur les cartes le fait maison, c'est pas vrai. Voilà. Et je me suis heurté à un syndicat, je n'ai pas peur de le dire ici, à l'UMIH, qui est censé vous défendre, et qui en réalité, pour ne pas perdre des adhérents et pour ne pas faire de peine à certains adhérents qui ne cuisinent pas, ont tout mis en œuvre pour empêcher l'adoption de mon amendement, de ma proposition de loi, et c'est voyant que c'était sur le point d'aboutir qu'ils ont fini par céder, et que le gouvernement, qui n'était pas très courageux, mais des gouvernements courageux, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, a fini par bricoler ce truc fait maison. Et vous pouvez reprendre les débats à l'Assemblée nationale, tout est écrit et peut-être même encore en vidéo. Je leur avais dit que ça ne marcherait pas, et effectivement ça ne marche pas, mais ils savaient très bien que ça ne marcherait pas. Donc c'est vraiment dommage, donc c'est un combat que je n'abandonne pas. Même si malheureusement on ne peut plus être député et maire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas ce que les maires ont bien pu faire dans ce pays pour être les seuls à ne pas pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. On peut être médecin, avocat, on peut être conseiller régional, on peut tout, et siéger à l'Assemblée, pas si vous êtes maire. Il va falloir, alors que les maires sont les plus avertis des questions que vivent les concitoyens au quotidien. C'est n'importe quoi. Voilà. Mais bon, je trouverai un autre moyen de continuer à mener le combat, mais je ne lâche pas, parce que je suis d'accord avec Alexandre. Hein. Si on veut rendre aussi, parce qu'on forme des gamins ici au lycée hôtelier, mais derrière, si en cuisine il ne se passe plus rien,
on les forme aussi pour rien. Donc je pense que c'est à la fois la cuisine française qu'on défend, la gastronomie française qu'on défend, et également des métiers pour lesquels on forme nos gamins qu'on défend. Donc le combat continue. Mais vous ne serez pas le seul. On parlait avec un restaurateur du Touquet tout à l'heure et on évoquait ce label fait maison et il me disait ben non, nous on veut pas le mettre parce qu'on sait que ceux qui l'ont autour de nous en fait ils trichent, ils achètent du fait, ils mettent 3 bouts de persil dessus, comme il y a du persil ceux qui l'ont mis. Donc c'est vrai qu'il y a ça a été il n'y a aucun contrôle, je leur avais dit. Vous pouvez reprendre les débats, je dis ça ne marche, non seulement ça marchera pas parce que c'est pas suffisamment parlant pour les consommateurs, mais de toute façon comment vous allez faire pour contrôler les agents de la DGCCRF, comment voulez-vous qu'ils contrôlent que c'est effectivement fait maison ou pas fait maison? C'est impossible, ils ont autre chose à faire. Donc poser une règle quand on n'a pas les moyens de vérifier qu'elle sera appliquée et la contrôler, c'est perdre la face, voilà, ou c'est se moquer du monde, voilà, et on s'est moqué du monde. Il faut passer par d'autres systèmes de valorisation du travail bien fait. Il y en a plusieurs et ils sont pas forcément, ils jouent pas les uns contre les autres. On est d'accord qu'il y a le label, tu fais partie du Collège culinaire de France. Enfin, c'est bien que les initiatives s'accumulent et se superposent. Rien ne doit s'opposer, en effet, il n'y a pas de raison. Ça serait dire travailler pour sa chapelle et regarder que chaque institution finalement devienne nombrilisme. Et donc ça ne sert à rien. Je pense que ici, on est au bout de 20 ans, je ne sais pas si c'est une institution, mais c'est quand même la caisse de résonance, en tous les cas, elle est importante. Et le faire savoir, et faire que trouver dans ces métiers qui finalement, trop longtemps, ont été considérés, je ne vais pas dire du tout comme dégradants, c'est pas le mot, mais il y a trop d'engagement, par exemple dans les métiers de cuisine ou de salle, par rapport à ce qu'on croit qu'on a comme retour. Ce qui est faux. Ce qu'il faut, c'est juste être conscient de leur donner et dire qu'à un moment, il y a un schmilblick qu'on fait avancer ensemble et pour un monde meilleur demain, quoi. Donc ça, c'est important. Et le faire savoir, juste rassurer cette jeunesse est-ce que je m'engage dans cette vie qui va me mettre un peu en marge et un peu en décalage d'une vie classique? Il faut juste montrer qu'il y a plein d'exemples qui font qu'en même temps, la vie, elle est pas si vraiment en marge, qu'il y en a plein d'autres, qu'il y a plein de métiers où les papas ou les mamans partent des fois le dimanche soir ou lundi matin, ils reviennent le vendredi parce qu'il faut aller travailler plus loin ou qu'ils sont sur la route et tout ça. Et donc nous, c'est pareil, quoi. Il y a plein de sujets. Il faut juste montrer et donner envie. Et ça, voilà, c'est montrer que c'est un métier. Comme c'est fou, c'est un ascenseur social incroyable, la cuisine et la salle, on vit des choses incroyables, on rencontre des gens incroyables aussi partout, tout le temps, on serre des mains, il y a une convivialité. Voilà, il y a quand même une satisfaction aussi de faire à manger pour les autres, d'avoir un retour, le goût de l'autre, vraiment, il est ancré dans ce métier. Et donc finalement, dans une période où justement on est plutôt à se regarder sans apprendre à se connaître et à pas vouloir se serrer la main, c'est plutôt chouette d'avoir un métier justement qui finalement n'est tourné que vers l'autre. Que ce soit le producteur ou le client. Et donc finalement, on est des passeurs. Au milieu de tout ça, il y a un produit qui arrive dans notre cuisine, on le transforme, on l'amène dans une assiette et on gagne notre vie au passage. Ça, c'est juste incroyable. Mais ça, c'est des métiers qui redonnent du sens. Croire qu'on peut vivre en étant influenceur ou footballeur professionnel. Il y a quelques élus pour le football et puis les autres, c'est vite fake. Mais qu'aujourd'hui, c'est dans le concret, avoir des métiers dans le concret, c'est pas si simple. Et puis après, c'est des métiers aussi où beaucoup peuvent devenir soit rentrer dans une équipe, soit se mettre à leur compte. Et se mettre à son compte, c'est aussi une dose de risque. Certes, il faut oser y aller, mais c'est aussi une part de liberté incroyable. Au fil des tables rondes depuis hier, on a essayé de définir une identité, un profil, des goûts, des saveurs du visage que serait des Hauts-de-France. Et à chaque fois, et comme vous l'avez dit tous les deux, il n'y a pas un plat emblématique ou quelque chose. On pourrait le discuter, mais bon. Par contre, il y a une chose qui revient à chaque fois, et c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est le partage et la convivialité. Le vrai goût du Nord, enfin des Hauts-de-France, c'est pas ça, au final. C'est que c'est la région où on accueille et où on partage. C'est une région à grand cœur, c'est une région où je disais, le goût de l'autre est exacerbé et sincère, et sans attendre, voilà, on a le goût de l'autre simplement, et donc voilà, il faut rajouter à cette notion-là quand même une exigence, quand même, quelque chose, un savoir-faire qui est encore plus fort, plus précis peut-être qu'avant, ou en tous les cas savoir taper sur la table en se disant qu'on n'est pas juste des braves gars ici et que ce qui se passe, ça reste en mouvement. Il y a un mouvement permanent aujourd'hui dans ces Hauts-de-France et qu'une richesse, c'est une jeunesse, et pas qu'une jeunesse, mais aussi un mouvement permanent, et ça c'est essentiel. Vous voulez rebondir? Oui, je voulais rebondir simplement pour vous dire qu'on a lancé une grande enquête auprès des habitants de la région. On a déjà plus de 10 000 réponses.
mais ça va continuer encore dans les semaines qui suivent et on révélera les résultats de l'enquête à la fin de l'année seulement sur les plats et les produits emblématiques de la région des Hauts-de-France. Et on a posé la question aux habitants de la région des Hauts-de-France. Ce sera très intéressant. Mais c'est vrai qu'à la différence d'autres régions, il n'y a pas un plat qui s'impose. Alors, à la fois, c'est un atout formidable parce qu'il y a plusieurs plats régionaux, il y a plusieurs produits emblématiques de la région. Mais c'est aussi un inconvénient parce que forcément, en termes de communication, c'est plus compliqué et plus difficile. Mais enfin, on verra ce qu'il en ressortira. Ce sera, de ce point de vue-là, extrêmement intéressant. On en reparle l'année prochaine, le 4, 5, 6 mai. Oui, c'est ça, exactement. On pourra en reparler à ce moment-là sans aucun problème. Il vous reste quelques minutes et si vous voulez bien, et s'il y a des questions, je peux peut-être venir dans la salle avec un micro. S'il n'y en a pas, moi j'en ai d'autres. Ah oui, Luc ? Saisir l'occasion quand même, parce que c'est important de remercier les deux personnes qui sont là sur cette scène. J'aime votre discours, Daniel, offensif, d'hommes politiques engagés sur la réalité et la vérité dans la restauration. Ça fait 20 ans que je me bats, ça fait 20 ans que j'ai écrit énormément sur la cuisine et il y a toujours une sorte de mythologie autour de la restauration française et c'est important de dire les choses et effectivement le fait maison est un vrai combat pour la restauration et vous savez quoi, nous inviterons l'an prochain Thierry Marx qui est le nouveau président de l'UMI et qu'on connaît bien avec Alexandre et avec qui je pense qu'il y aura des choses intéressantes à dire et à se raconter parce que votre combat, je pense, peut rejoindre aussi le sien et en tout cas, c'est un cuisinier qu'on connaît et qu'on respecte et je veux vraiment que vous remerciez Daniel Fasquelle et l'ensemble des élus du Touquet, le mandat également de Daniel au sein de la région Hauts-de-France et donc l'ensemble des élus de la région Hauts-de-France parce que ce festival ne pourrait pas exister sans cette force politique et sans cet engagement. Donc merci infiniment de votre engagement. Je voulais vous le dire, c'est important. Et c'est le fondateur d'Omnivore qui parle, et c'est celui aussi qui a fait des festivals, Alexandre le sait aussi, dans le monde entier, et où on a rarement eu un accueil public aussi fort, avec une mobilisation de tout un tas de personnel, et aussi la puissance aussi économique. Donc je vous remercie sincèrement. Et puis Alexandre Gauthier, il a tracé un sillon, et je pense que quand on parle de l'identité du Nord, c'est ce qui m'a toujours et tout de suite bouleversé quand je suis allé chez lui à la Grenouillère, et c'est ce qu'il a en permanence tramé en 20 ans d'histoire, c'est justement ce réalisme, la réalité politique et le réalisme du cuisinier qui comprend qu'il ne faut pas aller chercher à 200 ou 300 km ce qui est autour de chez lui et réhabiliter un territoire qui est devenu magnifique parce que tu l'as regardé, parce que tu l'as assumé et que tu l'as déposé dans des assiettes qui sont aujourd'hui valorisés dans le monde entier et qui sont considérés parmi les plus grands assiettes de la création culinaire. Et donc ce rapport vraiment intrinsèque au territoire et à l'implication dans le territoire et à la capacité du chef de créer est absolument remarquable. Et donc vous pouvez aussi remercier chaleureusement le parrain de cette édition qui le restera, Alexandre Gauthier. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et croyez, mais j'ai pas besoin de vous convaincre, croyez en votre région, croyez dans cette... J'ai eu la chance de faire des études à Lille et de faire l'école de journalisme de Lille et d'être amoureux depuis 30 ans du Nord. Croyez en Hauts-de-France, parce que je pense qu'il y a une vraie mission collective et Omnivore en sera partie prenante, soyez-en assurés. Voilà, merci. Bon, merci. Merci à toi, parce que sans évidemment toi, tu as cru dans le Nord, parce que c'était pas évident, voilà, parce que qu'Omnivore devienne d'Omnivore Nord, c'était un vrai défi et je pense que ça arrive vraiment au bon moment. Par rapport à ce que disait Alexandre, la nouvelle signature de Hauts-de-France Tourisme, c'est la générosité naturelle. Parce que ce qui caractérise les Hauts-de-France, c'est la générosité et on a testé cette idée et elle est vraiment maintenant largement reprise parce que la générosité, c'est évidemment la générosité des habitants et c'est une qualité qu'on nous reconnaît, mais c'est la générosité également de notre cuisine, de nos plats, de nos fêtes, de nos environnements aussi, de Cap. Voilà. Donc cette idée de la générosité, le carnaval de Dunkerque, donc la braderie de Lille, elle colle vraiment bien à la région. Et je pense qu'on a trouvé vraiment l'idée qui peut fédérer l'ensemble des acteurs et l'ensemble des thématiques de la région. Maintenant, je vais prendre votre place.
et je vais poser une question à Alexandre. Je Avec peux plaisir. Vous voulez bien? Je voudrais qu'Alexandre nous parle de son projet de la cuisinerie, parce que là, on est dans l'après-région européenne de la gastronomie. Moi, je trouve que c'est un projet absolument magnifique, et ce serait dommage quand même de ne pas en dire un mot cet après-midi. C'est un projet, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis longtemps, mais qui est surtout un constat qui est avant tout de créer qui amène à une conclusion qu'il faut créer dans l'urgence un conservatoire du patrimoine et de l'héritage culinaire en Hauts-de-France, pour commencer en Hauts-de-France, surtout à travers les recettes, les cahiers de cuisine de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. Aujourd'hui, à l'ère du digital, on normalise beaucoup de choses. Si aujourd'hui on cherche une recette, on va sur marmiton. Je sais pas quoi, et on a une recette de crêpes, une recette de je sais pas quoi. Mais la vérité, c'est que c'est la diversité, et que la diversité culinaire, elle est dans tous les foyers, elle est certes dans les restaurants, mais surtout dans tous les foyers, et que chacun, sur un repas du dimanche, chaque mamie, chaque habitant, on va dire, qui cuisine ou qui cuisinait aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup moins quand même, avait sa touche personnelle. Et il y a dans ces cahiers une sorte d'études sociologiques de tous les habitants qui ont traversé nos territoires, de ces 5 départements. Et on voit très bien la différence entre, j'ai envie de dire, une matelote de poisson de Boulogne-sur-Mer ou une du Tréport, ou de Boulogne ou de Calais, voilà. Chaque lieu, en fin de compte, chaque famille avait son savoir-faire. Et qu'il est temps de garder ça, parce qu'on voit tous le cahier de nos grands-parents, c'est-à-dire grands-parents, dans un tiroir, dans un placard, dans une boîte à chaussures, dans un tiroir, dans le cellier, dans le garage, et puis on ne sait plus où c'est. Et donc à un moment, ce parcours du cahier de cuisine, il faut le sauver, et on a des institutions dans les départements et dans les régions qui sont les archives départementales, je dis pas de bêtises, les archives départementales, et je pense que ça, il faut les conserver. On a su conserver la correspondance qu'on a eue pendant la Grande Guerre avec les poilus, des choses comme ça. Je pense que ça, bientôt, il n'y en aura plus. Ça vaut pas grand-chose si on ne sait pas les mettre et les mettre à l'abri et les étudier. L'idée, c'est pas juste de les conserver comme un héritage et les ranger, c'est être capable de les relire, les republier, les refaire étudier et les recuisiner pour regoûter le goût d'avant, le goût d'antan. Je pense que pour savoir où on va, dans tous les domaines, mais dans la cuisine en premier, il faut savoir où on est aujourd'hui et savoir d'où on vient. Et d'où on vient, il y a vu qu'on est en plein questionnement sur l'héritage culinaire de notre territoire, il est temps d'aller chercher et de faire une grande collecte et de trouver un lieu après. Donc ça c'est une décision politique à trouver, parce qu'il faut des fonds importants, et de mettre une équipe qui travaille là-dessus. Comme à Lille, il y a une maison de la photographie qui va chercher de la photographie d'anonymes et qui vient l'étudier, qui vient l'exposer. Je pense que la cuisine, c'est le même sujet. On a trop souvent considéré que la cuisine en France était juste un patrimoine populaire commun, et qu'on n'avait pas besoin d'en faire quelque chose de particulier, vu que finalement c'est commun, ça fait partie de notre ADN et c'est tout. Mais là on s'aperçoit quand même qu'il y a un mouvement, et que le digital finalement ne fait pas que du bien à tout, il va écarter et faire disparaître des traces importantes, parce que ces traces, on ne sait pas les récupérer et les archiver et les collectionner. Donc voilà. Vous vouliez réagir à ce que disait Alexandre? Non, sans compter les robots de cuisine maintenant qui ont des recettes intégrées. Voilà. Et donc il y a un patrimoine là qu'il ne faut surtout pas les laisser perdre. Voilà. Et quand j'entends Alexandre, je pense au gaufre ou au ragoût que faisait ma grand-mère. Voilà. Donc, et c'est des recettes qu'il ne faut surtout pas perdre. Donc, je voulais ajouter juste 2 choses, parce que c'est dans ma note, et sinon François Dalloin ne sera pas content, et je ne veux pas contrarier François Dalloin, parce que je veux qu'il passe un bon week-end. Non, le premier, c'est le projet. On a un produit emblématique dans la région qui est la bière. Attention à ne pas se faire piquer le truc par l'Alsace ou la région Grand Est, et les Belges, de ce point de vue-là, sont très forts, alors qu'on a un nombre de brasseurs incroyable. Alors, c'est aussi lié à notre histoire, parce qu'il fut un moment, on parle des micro-brasseries, mais des micro-brasseries, il y en avait partout. Elles ont disparu, elles reviennent, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, c'est très bien. Il y a quelques quand même brasseurs aussi emblématiques qui s'installent. On commence à trouver dans nos restaurants, dans les bars, des bières de la région à la pression, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. Donc ça, c'est très bien. Donc avec Xavier Bertrand, on a un projet de création d'une cité de la bière, comme il y a des cités du vin, par exemple à Bordeaux. Donc il y a 4 territoires qui ont répondu. On a lancé un appel d'offres. On va dialoguer avec ces 4 territoires à la fin de l'année. Il y en a un qui sera choisi. Mais il y aura un point d'entrée. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un parcours dans toute la région et d'associer les brasseurs, parce qu'il y a des brasseurs qui ouvrent déjà leurs portes,
Et donc, on pourra rentrer dans ce réseau par n'importe lequel des brasseurs et des territoires, finir par la Cité de la bière ou commencer par la Cité de la bière. Mais pour s'emparer de la thématique de la bière, qui est quand même un produit, même si on commence à faire du vin dans les Hauts-de-France, c'est quand même plutôt un produit emblématique. Et puis ensuite, sachez qu'il existe une plateforme qui s'appelle Week-end en Hauts-de-France. Alors, vous la connaissez peut-être pas, mais j'en profite pour faire un peu de publicité. Parce que c'est une plateforme qui est absolument merveilleuse et qui marche très bien. Et on est en train de tailler des croupières à Booking et à d'autres acteurs du numérique. Vous allez sur cette plateforme et on vous propose des week-ends tout au long de l'année dans les Hauts-de-France. Et ça peut être un sacré moyen aussi de mettre en avant la gastronomie. Par exemple, pour la Saint-Valentin, vous aviez des week-ends entre amoureux dans des endroits insolites de la région et il y avait associé à l'hébergement un temps de restauration. Donc, et c'est là où on peut aussi, parce que je pense que pousser la restauration d'un côté, l'hébergement de l'autre, c'est bien, mais il faut construire des produits du point de vue de l'économie touristique. Voilà. Et donc cette plateforme, elle est là pour construire ces produits. Sachez aussi qu'on a la région des liens avec les territoires. Alors, ça s'appelait des contrats de rayonnement touristique. Je suis en train de tous les renouveler pour faire des contrats de destination touristique. Je demande à chaque territoire de m'expliquer en quoi il est une destination particulière, différente des autres, quels sont les points forts, les points faibles. On va accompagner ces destinations et dans ces destinations, on va aider les acteurs à construire ces produits. Et ensuite, on va évidemment mettre en avant ces produits sur cette plateforme. La plateforme Week-end en Hauts-de-France était réservée aux Français. On va bientôt l'ouvrir aux Belges et aux Britanniques. Et donc, sachez que derrière, il y a cette boîte à outils qu'on est en train de compléter et développer pour accompagner le mouvement. Et puis, à la fin de l'année, il y aura aussi 1 ou 2 ouvrages. On travaille avec des critiques culinaires qui s'inspireront aussi des résultats de cette enquête. On va donner aussi, évidemment, la parole à ces jeunes chefs pour qu'au-delà de cette région européenne, cette année particulière, voilà, il y a aussi une trace des ouvrages qui restent, qui circulent, qui puissent être dans les familles, qui puissent inspirer également tous ceux qui veulent mieux connaître l'identité culinaire de France, parce que l'un des objectifs, évidemment, cette année, c'est de révéler cette identité culinaire et de l'affirmer. Et en cela, voilà, merci à Omnivore Nord et merci Alexandre. C'est une histoire qui va continuer à s'écrire et on est bien content qu'Omnivore participe à la dessiner, à l'écrire et à la dessiner encore l'année prochaine. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là, d'avoir passé autant de temps avec nous. Alexandre Gauthier, s'il vous plaît, Daniel Fasquelle, est-ce qu'on peut les applaudir? Merci. Ne partez pas parce que puisqu'on parlait de bière, on va en boire dans 5 minutes, le temps de ranger les micros. Ne le dites pas au maire, mais c'est de la bière belge, mais elle a le droit parce que c'est de la gueuse et il n'y a qu'en Belgique qu'on en fait. Et il est venu en voisin et en copain. On va parler avec Raph Van Pottelberg de Driefontein dans quelques minutes. A tout de suite.